Il est un pays, au centre de l'Europe, qui depuis le sommet alpin du Zugspitze étale ses immenses forêts, ses plaines, ses grands fleuves, jusqu'au rivage de la Baltique et de la mer du Nord. Il partage 9 frontières avec ses voisins, formant un trait d'union entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Quatrième puissance économique mondiale et première en Europe, l'Allemagne s'est lancé un nouveau défi, allier puissance industrielle et respect de la nature. À l'aube du XXIe siècle, c'est le paysage d'un pays tout entier qui est en train de se transformer. Prenons 24 heures, entre un lever de soleil et son coucher, pour découvrir comment une nation peut changer de visage en changeant de vision. « 24 heures pour comprendre comment les Allemands conçoivent l'avenir de leur pays, réunifié depuis 25 ans seulement. » L'Allemagne est le pays le plus peuplé d'Europe, 80 millions d'habitants. Les lumières qui brillent sont celles de Hambourg, Munich, Stuttgart, Leipzig, Francfort, Cologne et bien sûr Berlin, la capitale actuelle. Au total, 11 métropoles autrefois capitales d'États indépendants et rivaux entre eux. Aujourd'hui, pôles urbains qui éclairent un territoire autant industrialisé que décentralisé. Notre voyage commence au cœur de la nuit. Un flux incessant irrigue le nord-ouest de l'Allemagne. C'est la région de Hambourg, où le géant économique de l'Europe garde ouvert 24 heures sur 24 son seul accès naturel à la mer du Nord et au-delà à son commerce avec le monde. Il est 2 heures du matin à Brunsbüttel. Dans le centre de contrôle de l'embouchure du fleuve Elbe, 4 hommes ne dorment pas. Ce sont les pilotes du port de Hambourg. Cette nuit, ils ont rendez-vous avec le Magellan, un porte-container de 365 mètres. Karsten Clausen et Werner Kolb vont monter à bord du géant pour le guider jusqu'au port de Hambourg. C'est leur routine, par tous les temps. Parti de Chine il y a 40 jours, le Magellan a quitté hier matin le port de Southampton, en Grande-Bretagne. Référencé et suivi à la trace par la capitainerie du port de Hambourg depuis déjà 4 jours, l'immense navire traverse une zone difficile à cause d'un trafic très dense. Il a rejoint le mouvement infernal du canal de la Manche, l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Ici passe le quart du trafic mondial de navires marchands. Un flux de bateaux incessant vers les grands ports du nord de l'Europe. Hier, il faisait encore jour lorsqu'au large, une première équipe de pilotes a pris cet immense navire en charge. Ces hommes montent à bord des navires du monde entier pour les mener au travers des passages difficiles de l'estuaire de l'Elbe. Ils le savent, avec un navire comme le Magellan, ils n'ont pas droit à l'erreur. Normalement, nous essayons d'éviter toute possibilité de situation délicate. C'est notre métier. Plus les navires sont grands, plus leur navigation demande de la concentration. Notre marge est très petite et on ne peut pas se permettre la moindre erreur. Il va falloir 7 heures au Magellan pour couvrir les 70 km entre l'embouchure et le port de Hambourg. Les endroits les plus dangereux, ce sont les hauts fonds, des bancs de sable. La partie du fleuve suffisamment profonde est très étroite. Un couloir que les navires doivent connaître sous peine de s'échouer. À cet endroit, le fleuve fait 17 mètres de profondeur, à marée haute. Les navires comme le Magellan, avec ses 15 mètres de tirant d'eau, ne peuvent atteindre le port de Hambourg qu'à un moment bien précis, en synchronisant l'avancée du navire avec la marée qui remonte l'estuaire de l'Elbe. Ici, nous avons à peu près 2 mètres d'eau sous la quille. Ça devrait être suffisant.
Notre vitesse est de 15 nœuds, mais nous allons devoir ralentir parce qu'il va y avoir des passes qui nous obligent à avancer lentement. En ce moment, on se laisse porter par la marée qui monte vers Hambourg. On peut l'imaginer comme une véritable vague qui remonte la rivière. Nous sommes, pour ainsi dire, sur son point le plus haut. Et nous allons surfer jusqu'à Hambourg. 160, please. 160. Au petit matin, le Magellan arrive en vue du port de Hambourg. Vu d'en haut, ce port ne laisse aucun doute quant à sa puissance marchande et économique. C'est le deuxième plus grand port d'Europe. 10 000 bateaux avec une moyenne de 9 millions de containers transitent ici chaque année. Son terminal est aussi grand que la principauté de Monaco. Le port de Hambourg est une ville dans la ville. Il est 7 heures ce matin, quand le Magellan est enfin amarré à son quai de déchargement. Partout ailleurs dans le pays, l'activité quotidienne a déjà entamé ses rituels. Entre les grandes villes, le flux est incessant. Berlin, Hambourg, Cologne, Francfort, Stuttgart, Munich, Düsseldorf, Dresde. Ces cités nées au Moyen-Âge avec la renaissance du commerce n'ont cessé depuis d'échanger. Routes, fleuves, chemins de fer et aujourd'hui réseaux aéroportuaires se sont interconnectés. Une nécessité pour unifier ce pays créé il y a à peine 150 ans. 7h30, c'est le pic pour la circulation ferroviaire, mais aussi pour les liaisons aériennes. Mais le mode de transport favori des Allemands reste la voiture. Le réseau des autoroutes allemandes est le plus ancien au monde. Au début du XXe siècle, l'Allemagne a très vite compris le parti qu'il y avait à disposer d'un réseau autoroutier couvrant tout son territoire. Avec un premier tronçon dans les années 30, c'est aujourd'hui 13 000 km d'autoroute pour 43 millions d'automobiles. Elles sont gratuites et sans limitation de vitesse sur les 2/3 du réseau. Ce tronçon autoroutier de la région du Baden-Württemberg reçoit 150 000 véhicules par jour. La fluidité du trafic est fragile. Les hélicoptères de la police surveillent les voies en permanence, scrutant tout incident au sol. Au centre de contrôle routier de Stuttgart, Jörg Braun et Waldemar Kartz sont en poste depuis 6 heures ce matin. Il est 7h30 et au cours des 20 dernières minutes, ils ont vu le trafic automobile tripler. Centre informatique de trafic routier? Ok, on va faire ça. Merci, au revoir. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre la bande d'arrêt d'urgence à la circulation. C'était la police. Ok. La police a appelé pour nous demander d'ouvrir la bande d'arrêt d'urgence à la circulation parce que le trafic a augmenté considérablement. Je vais commencer par procéder à l'initialisation, puis scanner la bande d'arrêt d'urgence pour vérifier qu'il n'y a pas de véhicules ou de personnes qui s'y trouvent. Et si tout est en ordre, je l'ouvre à la circulation. Le système de contrôle autoroutier allemand est informatisé depuis 15 ans. Hélicoptères de la police et centres de surveillance sont en collaboration son et images permanente. Malgré tout, le trafic augmente d'année en année et le réseau arrive à saturation. On le voit bien. Quand on roule le week-end, ça va à peu près. Mais en semaine, quand 2 camions se doublent,
Ça crée des bouchons sur 7-8 km. Ça met des heures à se résorber, c'est terrible. C'est pour cela qu'en urgence, on essaie de construire des 3 voies pour les autoroutes qui relient l'ouest à l'est du pays. Bientôt 8 heures, le trafic atteint son pic maximal. Un bouchon s'est formé en direction de Karlsruhe, juste après Moringe. Ok, dirige la caméra sur la zone. On peut peut-être voir la raison. Les 4 voies sont ouvertes. Est-ce qu'ils ont d'abord ouvert la bande d'arrêt d'urgence? Je crois, non? Oui, on dirait. Je ne vois pas la raison. Ça doit être dû au trafic élevé. Cette gestion optimisée du trafic n'empêche pas les bouchons. En 2015, on a compté 300 000 heures cumulées d'embouteillage sur l'ensemble du réseau. En Allemagne, l'autoroute est le seul moyen de circuler d'une grande ville à une autre. Nous n'avons pas, comme j'ai pu le voir en France, un important réseau secondaire qui permet d'éviter de prendre l'autoroute. En Allemagne, ce n'est pas possible. Il y a 4 ans, j'ai essayé d'aller de Munich à Dortmund et je crois que j'ai mis 6 heures pour arriver à Stuttgart par les routes de campagne. J'ai craqué et j'ai fini par prendre l'autoroute. Il n'y a pas d'alternative. À la source de ce trafic, un autre phénomène typiquement allemand. Connectées aux grands centres urbains, plus de 11 000 villes absorbent à elles seules 65% de la population active du pays, grâce à un réseau inégalé de petites et moyennes entreprises. Au total, 2,5 millions de PME développent 2 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 40% du PIB allemand. Il est 9 heures. Dans la région du Baden-Württemberg, la petite ville de Tuttlingen, avec 33 000 habitants, est un exemple de ce maillage ville-industrie si particulier. Tous les jours, 13 000 employés y convergent depuis les alentours. Ces tranquilles rangées de maisons recèlent une réalité étonnante. Tuttlingen est la capitale mondiale des instruments chirurgicaux de précision. Dans le quartier nord, Monsieur et Madame Danoritzer font partie de ces petits patrons d'entreprises familiales à l'allemande, devenus des success stories. Il y a 400 entreprises à Tuttlingen qui fabriquent toutes des outils de chirurgie. Chacune vit grâce à son hyper-spécialisation. Dans ce quartier, il n'y a que des fabriques d'instruments chirurgicaux. Là, l'immeuble c'en est une. En face, il y en a une autre. Et ici encore. Dans l'entreprise Danoritzer, chaque jour commence par un petit déjeuner en famille. Préserver la cellule familiale est une priorité. Mais les apparences sont trompeuses. La PME a bel et bien une envergure internationale. Julian, notre fils, prépare les processus de fabrication. Il s'occupe aussi des achats. Lynn s'occupe du marketing. Nous venons de créer, enfin j'espère, un super webshop. Il y a aussi Janine, notre fille, et Stéphane, mon gendre. Il a d'abord épousé ma fille et maintenant il me prend ma société. Donc, nous sommes tous actifs dans l'entreprise. Stéphane s'occupe de toute la distribution de nos produits. Dans combien de pays déjà, Stéphane ? Il y en a plus de 20. Plus de 20 pays. Nous nous situons dans un marché de niche. Notre atout en tant que PME, c'est la flexibilité. Notre capacité à pouvoir réagir rapidement. Face à une demande spécifique, nous sommes capables de répondre en 8 à 10 jours. Oui, avoir des idées, être créatif, c'est de ça que vit Tuttlingen. Wolfgang Knorr est le plus ancien collaborateur de la maison Danoritzer. Le patron et moi, on a fait notre apprentissage ensemble. C'est là qu'on s'est rencontrés.
Mais à l'époque, on n'était que tous les deux à travailler dans la cave. Avec une telle ancienneté, Wolfgang est devenu le garant de la qualité des produits d'Anoritzer. C'est lui qui teste tous les instruments. Les opérations du genou, des ligaments croisés, on pourrait les faire nous-mêmes. On a vu tellement de films et de conférences là-dessus. Julian, le fils, est chef de produit dans l'entreprise. On peut faire breveter ce mécanisme. Ensuite, on peut décider si on veut un brevet pour l'Allemagne, l'Europe ou le monde entier. Mais pour nous, un brevet mondial n'a pas de sens. Comment je peux attaquer quelqu'un en Chine? Je n'y arriverai pas. Si j'achète ce produit en Chine et qu'il se casse, je n'ai pas d'interlocuteur. Ou alors il va me dire « Tu veux quoi à un prix aussi bas ?» Alors les gens se tournent vers un vrai fabricant. Tout le monde voudrait avoir la qualité allemande. Il est 9h30. L'activité du pays tourne maintenant à son rythme de croisière. Pour accompagner son développement économique et industriel, l'Allemagne a développé à partir des années 60 un parc de production nucléaire. 50 ans plus tard, l'éveil des consciences aux réalités environnementales pousse le peuple allemand à faire un choix radical, l'abandon définitif du nucléaire. Philipsburg, Biblis, Stade, Emsland, Brockdorf. Il y a 10 ans encore, ces réacteurs produisaient un quart des besoins énergétiques du pays. Aujourd'hui, ils sont peu à peu abandonnés. Les réacteurs nucléaires sont stoppés et les centrales démantelées progressivement. Sur les 32 centrales, 3 sont déjà arrêtées et démantelées. 20 sont en cours d'arrêt et de démantèlement. Les 9 centrales restantes seront stoppées d'ici 2022. L'objectif est qu'en 2030, la moitié des besoins en électricité du pays soit couvert par les énergies renouvelables. Fer de lance de cette transition énergétique, l'éolien. Avec une première installation en 1983, l'Allemagne compte aujourd'hui 25 000 éoliennes disséminées dans tout le pays. Elles fournissent 8,6% de la production électrique globale. Pour accroître sa production, l'Allemagne s'est tournée vers la mer du Nord, là où les vents sont les plus réguliers. Borkum, une île minuscule dans la mer du Nord. Ces techniciens sont responsables des installations éoliennes offshore. Ce matin, malgré une mauvaise météo, ils doivent effectuer une vérification sur des éoliennes. Les interventions sont fréquentes, une fois par semaine minimum, et toujours urgentes. Le parc éolien de Riffgat est situé à 10 km au large. Riffgat est un exploit technologique. Ces géants de 90 mètres de hauteur ont poussé du sol marin en pleine mer, et pas une des plus calmes. Irina Lucke est l'ingénieure en charge du parc éolien. Riffgat a été son premier grand projet de ce type. Elle ne cache pas sa fierté quand elle regarde tourner les éoliennes, dont les pales font 120 mètres de diamètre. Si vous regardez autour de vous, c'est tout de même impressionnant. Je me réjouis à chaque fois de voir des centrales électriques aussi grandes, aussi puissantes, qui produisent de l'énergie propre. Leur vue en dérange certains et je sais qu'on les traite d'asperges, mais personnellement, je préfère regarder des éoliennes que des centrales nucléaires ou au charbon. Riffgat est un exploit qui a demandé beaucoup d'audace. Le challenge est de taille. Les yeux de nombreux pays sont tournés vers ce laboratoire des énergies du futur. Malgré les coûts, l'éloignement et la maintenance, les éoliennes offshore offrent une production régulière. 108 000 mégawatts alimentent de manière rentable, renouvelable et écologique 120 000 foyers tout au long de l'année. Le pari est gagné. Riffgat est pour moi une véritable histoire sentimentale. Toute l'équipe, tous mes collègues, nous y avons investi énormément de temps et mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. On a tous considéré ça comme une véritable mission.
Parce que c'est un travail auquel nous croyons très fort et que nous l'avons fait au sein d'une équipe dans laquelle des amitiés sont nées. Quand on peut dire de son travail et du but de son travail que c'est la chose qui nous fait le plus plaisir, il y a de quoi devenir parfois sentimental. Les tempêtes, le sel marin, les embruns mettent les structures à rude épreuve. 10 heures. L'équipe d'Irina vient de terminer une première intervention. À l'autre bout du parc, une autre éolienne attend son tour. À plus de 90 mètres de la surface de l'eau, avec les rafales de vent de la mer du Nord, chaque opération d'élitroyage est délicate. Je pense qu'on s'est fait remarquer avec Rivgat parce que nous avons construit un parc éolien entier dans un temps très court, dans le calme, sans tapage. Le développement de parcs comme Rivgat ne modifie pas seulement le paysage du pays, il bouleverse un système de distribution d'électricité bien établi. Depuis la réunification, en 1990, 4 opérateurs se sont partagés le territoire, assurant la répartition d'électricité à grande échelle. La difficulté pour eux est de maintenir l'équilibre sur l'ensemble du réseau allemand. Le passage aux énergies renouvelables décentralise encore plus le système, et la rencontre entre offre et demande se fait plus complexe. Aujourd'hui, l'Allemagne voit se développer une multitude d'acteurs locaux qui ont décidé de voler de leurs propres ailes en termes d'énergie. Il est 10h30 dans cette région agricole du centre de l'Allemagne. Laboratoire grandeur nature, Dardesheim expérimente les multi-usages des énergies alternatives. Les précurseurs se nomment Ralf Voigt et Ulrich Narup. Ce qui frappe, ce n'est pas l'activité dans les champs, normale à cette heure de la journée, mais la manière dont le village s'est équipé d'installations pour produire de l'énergie de manière autonome. Même les voitures, entièrement made in Dardesheim, sont rechargées le jour pour servir la nuit de source d'électricité quand soleil et vent sont tombés. Avec 800 habitants, Dardesheim est l'une des plus petites communes de l'ex-RDA. Depuis 1994, c'est un site pionnier dans l'utilisation des énergies renouvelables et dans lequel les habitants se sont fortement impliqués. Notre but n'était pas seulement de produire de l'électricité grâce à l'énergie éolienne, mais de combiner l'ensemble avec d'autres énergies renouvelables et avec l'électromobilité des véhicules électriques. Nous avons pu réaliser tous ces projets dans le cadre de programmes financés par des fonds fédéraux et avec l'aide de nombreux partenaires. En 1995, Dardesheim est devenue autosuffisante en électricité. Grâce à des panneaux photovoltaïques en quantité et surtout grâce à cette ferme éolienne installée sur la colline dominant le village. Ces installations produisent environ 120 millions de kilowattheures, soit 40 fois plus que les besoins du village. Il y a des moments où il n'y a pas de vent. Nous avons aussi beaucoup de panneaux solaires, mais il y a aussi des moments où il n'y a pas de soleil. Par conséquent, nous avons vraiment besoin d'un réseau intelligent qui soit couplé avec d'autres producteurs et d'autres consommateurs pour que l'électricité produite soit consommée intelligemment.
Je dois pouvoir obtenir à tout moment des informations sur la quantité d'énergie produite ou consommée au même instant. Ainsi, la ménagère peut décider elle-même de sa consommation et utiliser des appareils plus gourmands lorsque beaucoup d'énergie, donc peu coûteuse et renouvelable, est disponible dans la région. Il faut impliquer la population. Mais malheureusement, c'est précisément ce que les fournisseurs d'énergie classiques ne font pas. Dardesheim semble indiquer l'avenir. Des systèmes autogérés, locaux, autosuffisants et en même temps connectés au réseau national. Mais depuis l'annonce de la sortie du nucléaire en 2011, l'énergie qui connaît la plus forte progression, c'est le solaire. À Kapfenberg, en Bavière, Sepp Keil est agriculteur. Il a commencé à installer des panneaux photovoltaïques en 2008. Je rêvais de produire une grande quantité d'électricité grâce au photovoltaïque, beaucoup d'énergie renouvelable, et bien sûr, gagner de l'argent avec, et si possible, beaucoup. Mais ce rêve de devenir un vrai fournisseur d'énergie m'est seulement venu avec la deuxième installation. Là, j'ai pensé que ça allait marcher. Ce ne serait pas seulement une installation, mais une entreprise supplémentaire. Sepp Keil a alors profité des subventions d'État pour installer un deuxième champ de panneaux solaires. L'idée, c'est d'accéder directement aux clients. Des panneaux solaires sont installés près des zones d'activité pour les alimenter immédiatement en électricité. Ça, c'est vraiment cool. Il y a une véritable convergence écologique. On peut vendre soi-même l'électricité. Ce sont de nouvelles possibilités dont on dispose aujourd'hui. Grâce aux nombreuses installations particulières réparties dans le pays et à d'immenses parcs solaires installés sur d'anciennes friches industrielles, le photovoltaïque représente aujourd'hui près de 6% de la production d'électricité. Si l'on ajoute l'éolien, la biomasse et l'hydraulique, la part totale des énergies renouvelables atteint presque les 28%. Le nucléaire fournit encore 16%. Le gaz et les produits pétroliers, 10%. Reste une ressource que le pays possède en quantité, le charbon. Il couvre 43% des besoins en électricité du pays. L'Allemagne est piégée. Elle veut devenir propre, mais exploite depuis toujours cette matière première très polluante. À une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Cologne, Garzweiler est une gigantesque mine à ciel ouvert. Le pays en compte plus d'une dizaine comme celle-ci. 40 millions de tonnes de charbon sont extraits par an, ici, à destination des centrales électriques. Il est 11 h ce matin. Cette excavatrice tourne 24 heures sur 24. Elle a déjà avalé le tiers de sa ration quotidienne, 240 000 mètres cubes de terre par jour. Les excavatrices de Garzweiler ont déjà englouti plusieurs villages, hameaux et autoroutes. Wilfried Lurkens est l'un des derniers habitants du village de Borchmisch. Wilfried habite le Haus Palland, une des plus belles maisons du village, et une des plus anciennes. Elle date de 1623. Sa famille y habite depuis près de 2 siècles. C'est la maison où je suis né, la maison de mes parents où j'ai vécu toute ma vie. J'avais promis que je continuerais à l'entretenir. Et je peux dire avec fierté que je l'ai fait.
Je l'ai restauré et embelli. J'y ai mis beaucoup d'efforts, d'application et de travail. Et puis, tout sera détruit, alors qu'on n'y est pour rien. S'il y avait eu un moyen de la sauver, je n'aurais pas hésité. Tout le village va disparaître. Il ne restera plus un arbre, pas un arbuste. Rien ne sera épargné. Il n'y aura plus qu'un grand trou. Ici, à Borchmisch, retentissaient il n'y a pas longtemps encore des cris d'enfants. Mais sur les 1000 habitants, il ne reste plus qu'une poignée. Ici, il y avait de belles maisons qui n'étaient pas encore très vieilles. Tout est parti. Ils n'appellent pas ça démolition, mais déconstruction. C'est un terme plus plaisant, non? En fin de compte, c'est une expulsion. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de tout ça. Des gens qui n'habitent pas loin d'ici et qui n'arrivent pas à l'imaginer. Pour eux, l'électricité sort de la prise électrique, c'est tout. Et quand ils arrivent ici, ils n'en croient pas leurs yeux. Je pense vraiment que nous sommes les victimes de la transition énergétique. Pour avoir de l'électricité, nous devons tout abandonner. Chaque kilowatt d'électricité consommée dans le pays rapproche toujours plus la vieille maison de Wilfried de sa fin programmée. Un jour, quand la transition énergétique sera accomplie, des mines comme Garzweiler vont céder la place à de nouveaux paysages. En 2045, ce trou béant deviendra un lac, d'une profondeur de 200 mètres et d'une superficie comparable au lac d'Annecy. Une œuvre titanesque remplace l'autre. Dans l'est de l'Allemagne, la région de Lausitz était ravagée par le même genre d'exploitation. Et aujourd'hui, ces paysages de lacs artificiels attirent de nombreux touristes. La transition a un coût. Le prix du kilowattheure en Allemagne est le double de celui en France. Le pays est aussi le 6e émetteur de CO2 de la planète, le premier en Europe. Pourtant, depuis les années 90, les Allemands n'ont cessé de réduire leur consommation et de chercher des solutions nouvelles. Pas de nouveaux bâtiments ou aménagements urbains qui ne prennent en compte la performance énergétique. En ville aussi, les toits se couvrent de panneaux solaires. Sensible à l'écologie, l'attachement des Allemands à la nature est l'une des sources de leur adhésion massive à la transition énergétique. Une de leurs plus belles réussites, c'est le domaine forestier. Voici la carte des massifs forestiers. Contrairement à la France, où les bois sont morcelés, les forêts allemandes forment des zones couvrant souvent plus de 1000 hectares d'un seul tenant. Les surfaces forestières protégées ont considérablement augmenté. Un massif forestier qui s'étend sur plus de 30% du territoire. La forêt en Allemagne, c'est 10 millions d'hectares. Jusqu'aux années 80, les forêts allemandes étaient surtout des monocultures de résineux. L'abattage était massif et systématique, et les effets néfastes pour l'équilibre écologique. Aujourd'hui, les forestiers veillent à maintenir la variété des essences afin de protéger et mieux exploiter la forêt. Il est midi dans cette forêt au nord de la Bavière.
Bien. À l'arbre suivant. Bruno Schwab et son collègue Ulrich Merkna sont en plein recensement des espèces d'arbres dans la forêt des Brach. À l'origine, les forêts allemandes étaient des forêts de feuillus. Dans nos régions, on peut préserver sans trop de peine ces forêts anciennes composées de chênes, de hêtres, d'érables, de frênes. On peut les exploiter, mais en même temps, ces arbres garantissent la biodiversité dans ces bois. Et ici, dans la Steigerwald, nous avons aujourd'hui plus de réserves de bois que nous n'en avons jamais eues depuis 400 ou 500 ans. Ce point représente le centre d'une surface de 4 ares. Ici, on répertorie, on mesure et on compte tous les arbres dans un rayon de 500 mètres carrés. Puis on entre les données dans un logiciel de calcul spécialisé. Ça nous donne une estimation du nombre total d'arbres présents dans la forêt des Brach. Grâce à des balises GPS au sol, Bruno Schwab enregistre la position précise de chaque arbre, l'état du tronc, son épaisseur, sa hauteur. 32,50 m. Ces inventaires systématiques sont effectués tous les 10 ans à travers tout le pays. C'est ainsi qu'on connaît les 8,3 milliards d'arbres des forêts allemandes. Pour Ulrich Merkna, le garde forestier du domaine, ces données sont essentielles. Cet inventaire est très important. Il nous permet de savoir que nous ne coupons pas plus d'arbres qu'ils n'en repoussent. C'est notre baromètre de développement durable. Gérer la forêt, c'est aussi réguler les effectifs de la faune sauvage. Astrid Fischer travaille avec Ulrich et Bruno. Elle aussi cherche l'équilibre entre biodiversité animale et exploitation forestière raisonnable. Pour moi, la chasse n'est pas un loisir. Cela fait partie de mon travail. Nous avons vraiment trop de cerfs et la forêt ne peut pas nourrir autant d'animaux sans en subir les conséquences. Ici, on voit un jeune hêtre. Et on voit au sommet que la tête a été coupée. Ce sont les cerfs qui font cela. Aujourd'hui, nous les chassons pour éviter ça. S'ils n'avaient pas été mangés, ce hêtre aurait déjà cette hauteur. Ces jeunes pousses sont nécessaires à la fois pour l'équilibre de la forêt, certes, mais aussi pour maintenir la quantité de bois exploitable. Aujourd'hui, la forêt allemande se porte mieux que jamais. Cette gestion optimisée des exploitations forestières permet à l'Allemagne de disposer d'une ressource abondante, 1,5 fois supérieure aux exploitations françaises. Le pays sait qu'il possède une réserve de 3,4 milliards de mètres cubes de bois, le record en Europe. Il est 12h30. En milieu de journée, contrairement à la France, l'Allemagne ne montre qu'une infime baisse d'activité. La pause déjeuner ne dure en moyenne qu'une vingtaine de minutes, et un quart des Allemands la sacrifient même volontiers. Sur le champ éolien de Riffgat, les techniciens continuent la maintenance des installations. Dans les entreprises, les équipes du matin passent la relève à celles de l'après-midi. Dans la petite ville fluviale de Papenburg, à 50 km de la mer du Nord, on construit sur place des paquebots parmi les plus grands du monde. Voici le dernier né, le Quantum of the Sea. 350 mètres de long, 12 étages, 168 000 tonnes pour 4 000 passagers et 2 000 membres d'équipage. Modélisé en 3D, usiné sur place et assemblé à la chaîne dans des temps records.
Ce soir, le Quantum of the Sea va sortir de son hangar et rejoindre la mer du Nord. Il est 13 h et dans le port de Hambourg, le déchargement du Magellan bat son plein. Pas le temps de manger pour Ilya Bačić, le capitaine du Magellan. Il est descendu à quai pour assister au bon déroulement des manœuvres. Aujourd'hui, nous avons 3600 containers à décharger, 1200 à prendre, et tout cela sera prêt pour demain à 6 h. La tension est terrible. Notre planète tourne de plus en plus vite et nous devons affronter ce challenge. Malheureusement, c'est ainsi. Nous restons très peu dans les ports. Avant, nous étions pressés d'y arriver. Mais aujourd'hui, on a envie de les quitter le plus vite possible. Parce que c'est en pleine mer que nous sommes les plus tranquilles. Déchargement et chargement sont des courses contre la montre. Il faut immobiliser les navires le moins possible et en accueillir toujours plus. Sur les quais du port de Hambourg, les containers s'accumulent avant d'être acheminés selon un balai programmé depuis un central informatique. Le capitaine Pohlmann en est le chorégraphe. Nous prévoyons 4 jours à l'avance quels sont les navires qui arrivent, lesquels partent, quelles sont les restrictions selon les différents secteurs. Et il faut compter avec le vent et les courants. Tout ça doit être évalué pour planifier le trafic en toute sécurité. C'est un processus d'une très grande précision. Si des informations erronées ou des problèmes techniques causent un retard quelconque, il faut que l'ensemble du système puisse réagir. Dans cette recherche de l'efficacité et cette compétition avec les autres grands ports de la mer du Nord, Hambourg fait face à un écueil de taille. Les profondeurs du fleuve et de ses canaux sont encore parsemés de munitions des guerres passées. Cette carte montre l'étendue des séquelles qui empoisonnent encore le territoire allemand. Munitions, armes chimiques, mines, torpilles. La quasi-totalité du pays, y compris les côtes et les zones maritimes, en sont infectées. L'équipage du Voss Satisfaction, un navire spécialisé dans le déminage, scrute les profondeurs de l'Elbe à l'aide d'un robot sous-marin. Pour délimiter sa zone de recherche, l'équipe de déminage se base sur des photos aériennes prises avant et après chaque attaque par l'aviation alliée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le 8 juillet 1944, les avions larguent leurs bombes. La majorité explose, mais pas toutes. Sur les photos, la trace de leur impact permet de les retrouver 70 ans plus tard. Les documents d'époque mentionnent une barge transportant des torpilles qui a coulé pendant l'un de ces bombardements. S'il reste des bombes non explosées encore enfouies dans le sable, le robot sous-marin va les retrouver. À bord du Voss Satisfaction, Clemens Kirchner et Frank Soybring sont responsables des tests magnétiques. On voit ici le secteur où ont été effectués les tests magnétiques. Et on peut voir toutes les anomalies repérées. Et parmi ces anomalies, nous en avons choisi un certain nombre, parce que nous pensons qu'il pourrait s'agir potentiellement d'engins de combat. En fait, l'empreinte magnétique d'un tube de 50 cm de diamètre est exactement la même que celle d'une torpille. On ne peut pas les distinguer. Pour être sûr, il faut donc absolument la sortir de là. Le robot vient d'atteindre la première cible. Les eaux boueuses de l'Elbe rendent l'utilisation de caméras sous l'eau impossible. L'équipe navigue à l'aveugle.
Tu vois la ligne ici? La ligne. Celle-là? Oui. 2,50 m de long à peu près. Environ, oui. Oui, à peu près. Non, je crois pas, c'est trop petit. Arrête l'enregistrement, s'il te plaît. Ok, c'est arrêté. Je peux uniquement dire que c'est une torpille si je la reconnais. Peut-être que l'objet est plus enfoui dans le sable, mais là, on ne voit pas. C'est peut-être plus grand. Je ne peux dire que c'est une torpille seulement si je reconnais la forme. Il est 13h45 et aucune torpille n'a été trouvée dans le périmètre. L'équipe, qui travaille depuis 6 heures ce matin, s'accorde une pause avant de passer à une nouvelle zone de recherche. Au bout du compte, nous risquons notre vie parce qu'on ne sait jamais ce qu'est devenu une munition après 70 ans. Je sais comment elle est faite et comment elle devrait réagir, mais on n'est jamais sûr à 100%. Il ne faut jamais l'oublier et tout le problème est là. Mais il faut bien que quelqu'un fasse le ménage. Et c'est donc des gars comme nous, parce qu'un jour, nous avons pris la décision de le faire. On est heureux quand on trouve quelque chose de nouveau, une munition qu'on n'a encore jamais vue. Des munitions antiaériennes, nous en avons beaucoup. Mais lorsqu'on tombe sur sa première mine sous-marine, ou quand on trouve sa première torpille, on se réjouit. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ça nous met en joie, c'est notre nirvana à nous. 14 heures. À peine le déchargement terminé, de nouveaux containers sont embarqués à bord du Magellan. Une opération délicate. Tous n'ont pas la même destination. Le port de Hambourg est engagé dans une course à la performance s'il veut devenir le premier port européen devant Rotterdam. Cette compétition ne se joue pas uniquement sur la rapidité des déchargements et chargements des navires. Il faut acheminer ces milliers de tonnes de marchandises le plus rapidement possible dans tout le pays et le reste de l'Europe. L'atout de Hambourg, c'est le réseau autoroutier et ferroviaire du pays, mais aussi le réseau fluvial, en plein développement. L'Allemagne possède 7400 km de voies fluviales connectées entre elles. Autrefois orienté nord-sud, ce réseau a pris une importance nouvelle avec la fin de la partition entre les deux Allemagnes. Le Mittellandkanal et ses 325 km de voies fluviales est la pièce maîtresse de cette interconnexion entre l'ouest et l'est de l'Europe, le Rhin, l'Elbe et le Danube. Aujourd'hui, 50% du commerce fluvial européen passe par l'Allemagne. « 14h30. Dietrich von Fournier vient de finir de charger sur les quais d'Hambourg près de 200 containers. Direction le sud-est du pays. Sa péniche, qui pousse une autre barge, remplace l'équivalent de 100 camions semi-remorques. Bilan carbone imbattable. Cela fait 12 ans que je transporte des containers. Avant, je transportais tout, du blé, de l'engrais, de la ferraille, du charbon, tout ce qui se transporte par péniche. Il y a encore un taux de croissance assez fort dans le secteur du container. On a senti un net développement en quelques années. Il y a à peu près 3 ans, quand la crise a commencé, lorsqu'on longeait ce canal, on voyait plein de bateaux vides qui attendaient un chargement. Et spécialement sur le Rhin, dont on peut dire que tout le reste dépend, en fin de compte. La situation de l'emploi a été très mauvaise pendant un temps. Tu as mangé? Oui. Bon, alors j'y vais. Ok, la voie est dégagée pour l'instant. Fais bien attention. Tu vois là, la grue est en train de manœuvrer.
Une fois passé cette écluse, Dietrich von Fournier va devoir s'engager dans les eaux du Mittellandkanal. Dans quelques heures, la péniche va passer sous le pont-canal de Magdebourg, 920 mètres, le plus grand du monde, construit au moment de la réunification des deux Allemagnes. J'ai fait ma formation de marinier en RDA, de 1982 à 84. Et depuis 1988, je suis capitaine sur différents bateaux pour l'ancienne compagnie d'État, la Binnenreederei. Avant la chute du mur, je naviguais exclusivement en RDA, et aussi en Pologne et en Tchéquie, où on avait le droit d'aller. Du temps de la RDA, c'était vraiment un très beau métier. Parce que ça avait encore un petit côté romantique, et puis c'était bien plus tranquille que maintenant. Je crois qu'on était mieux considéré ou plus respecté qu'aujourd'hui. Enfin, c'est l'impression que j'ai, parfois. Et puis d'un seul coup, ça a perdu son romantisme. Et maintenant, il n'y a plus que des délais imposés. Il faut suivre une feuille de route avec des horaires stricts. À telle heure, je dois être à tel endroit. C'est tout le temps la course contre la montre. Une course que l'Allemagne réunifiée a dû entamer pour gommer 50 années de partition. Il a fallu qu'on s'adapte au marché après la chute du mur. Mais nos dirigeants manquaient tout simplement d'expérience et nous ne pouvions pas survivre sur le marché. Je crois que c'est en 1991 qu'il y a eu les grosses vagues de licenciements. La majeure partie du personnel s'est retrouvée au chômage. On a envoyé pratiquement toute la flotte à la casse ou bien laissé les péniches en cale sèche. À l'époque, le contraste est fort entre les deux Allemagnes. À l'ouest, 60 millions d'habitants, une économie de marché ouverte sur le monde, 8 fois plus importante que celle de sa voisine, l'Allemagne de l'Est, son économie centralisée et ses 16 millions d'habitants. La réunification de l'Allemagne a seulement un quart de siècle. C'est peu à l'échelle de l'histoire. Pour mesurer le chemin parcouru, le géographe Rüdiger Glasser propose de prendre de la hauteur. 15 heures, aéroport de Modlareuth, à 300 km au sud-ouest de la capitale, là où les traces de l'ex-frontière sont les plus visibles. On voit très bien ici le tracé de l'ancienne frontière. Il y a encore quelques miradors et des clôtures qui restent. À l'époque des deux Allemagnes, le mur qui séparait l'Est et l'Ouest s'étendait sur 1400 km, de la Baltique à la Tchécoslovaquie. Mais pour l'essentiel, l'ancien no man's land qu'on appelle couloir de la mort a été aujourd'hui transformé en zone verte protégée. Modlareuth est aujourd'hui un site touristique, mais aussi un réservoir de biodiversité. Évidemment, c'est vraiment très beau, symboliquement, que ce corridor fatal de l'ancien rideau de fer se soit métamorphosé en un biotope précieux pour l'écologie. En dehors de ce corridor de biodiversité, la structure même du paysage est différente dès que l'on survole l'ex-RDA. Ici, sur le territoire de l'ex-Allemagne de l'Est, on voit d'abord que la structure du paysage n'est pas la même qu'à l'ouest. On a des champs de grande surface hérités de l'organisation des coopératives agricoles et de la collectivisation. Cela se distingue très clairement du paysage plus morcelé qu'on trouve à l'ouest. C'est en quelque sorte une relique de l'histoire des deux Allemagnes, une sorte d'empreinte qu'ont laissé les structures socio-économiques qui ont prédominé pendant plusieurs décennies. Les modèles agricoles des deux ex-Allemagnes ont laissé des empreintes différentes sur le paysage, au point que l'ex-frontière est encore apparente sur une carte. En vert foncé, les exploitations agricoles dont la surface est supérieure à 250 hectares. Elles se trouvent en majorité à l'est. En vert plus clair, les exploitations dont la surface est inférieure à 20 hectares. Elles se trouvent en majorité à l'ouest.
Pour l'élevage, les modèles sont identiques, au point qu'à l'est, ils atteignent des tailles de cheptel records. Ces vieilles coopératives agricoles ont été transformées en exploitations agro-industrielles modernes. Les élevages de poulets et de porcs sont extrêmement importants par ici. L'Allemagne produit aussi pour le marché mondial et exporte des produits agricoles en quantité importante. Ces grandes structures s'y prêtent bien. Dans ces bâtiments, pas moins d'une douzaine de milliers de poulets en élevage intensif. Plus loin, des porcheries de plus de 6000 têtes. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est qu'une exploitation aussi énorme soit implantée en plein milieu d'une forêt. Autre transformation spectaculaire du paysage de l'ex-RDA, c'est la reconversion des anciennes friches industrielles ou militaires. Aérodrome de Neuhardenberg, à 50 km à l'est de Berlin, à quelques kilomètres seulement de la frontière polonaise, une ancienne base du temps de la guerre froide. En milieu d'après-midi, le soleil est encore assez haut pour alimenter un des plus grands parcs photovoltaïques d'Europe. 100 hectares, l'équivalent de 200 terrains de football, 600 000 panneaux. Pendant la guerre froide, Neuhardenberg est un aéroport militaire où étaient basés 2 escadrons de pilotes de chasse, l'une des nombreuses flottes que les Soviétiques et leurs alliés de l'Est stationnaient en RDA. Les traces de l'aéroport militaire apparaissent encore, dissimulées sous les panneaux solaires. Un autre effet de la réunification, très visible et toujours d'actualité, les villes rétrécissent. Des quartiers entiers sont abandonnés. Depuis la chute du mur, l'Est de l'Allemagne a perdu environ 3 millions d'habitants. Après la chute du mur, on a essayé de dynamiser l'économie locale. On espérait aussi attirer les entrepreneurs qui pourraient venir renforcer la structure économique. Mais ça n'a rien donné. Les gens sont partis en grand nombre s'installer à l'ouest ou dans le sud. Des quartiers se sont désertifiés, des rues entières s'étaient vidées parce que les habitants s'étaient purement et simplement enfuis. Ces barres d'immeubles, les Plattenbauten, faisaient la fierté de la RDA. Aujourd'hui, ils sont abandonnés. Il y a même des primes pour leur destruction. Voici la carte d'évolution de la population des villes depuis la chute du mur. En bleu, toutes les villes du pays y sont représentées. Voici en rouge les villes qui grossissent, en noir les villes qui diminuent. Depuis la réunification, les villes des nouveaux Länder perdent des habitants. Sous l'effet conjugué de restructuration économique et de soldes migratoires déficitaires, on assiste à un phénomène de rétrécissement urbain. Magdebourg fait partie de ces villes fragilisées. Une ville située au bord de l'Elbe et du Mittellandkanal. Un nœud du réseau ferroviaire et fluvial, un des plus anciens centres industriels d'Allemagne. Il est 15h30 à quelques pas du centre-ville, juste à côté des ruines d'une ancienne brasserie. Des maisons paraissent abandonnées. Jürgen Osterburg vit encore dans ce quartier. Tous ces appartements étaient occupés. Il y avait un menuisier, un horloger, un boulanger, un boucher. Vous aimeriez acheter un immeuble comme celui-ci? Si on vous le proposait pour 1 euro, les 3 là, disons, vous feriez quoi? En sachant qu'il faut les remettre en état pour les louer et que vous devez investir, j'en sais rien moi, 150 000 ou 250 000. Vous les prendriez pour 1 euro? Ça se passait comme ça à l'époque. Il y avait le propriétaire de l'appartement qui vous disait un beau jour:
Le loyer ne coûte plus 85 marks de l'Est, mais 400 Deutschmark. Comme le locataire n'avait pas le choix, il disait « Bon, si c'est comme ça, je pars ». C'est une belle terrasse pour faire des barbecues et se reposer. Le soleil se couche là-bas. On peut s'asseoir et se dire « Voilà, tout va bien ». La chute du mur a transformé autant la société que les paysages. L'Allemagne d'aujourd'hui porte encore les traces de cette histoire passée. Une frontière moins visible, mais qui persiste encore et que les statistiques révèlent. Revenu moyen par an, du plus clair au plus foncé, on passe de 33 000 à 43 000 euros. Taux de pauvreté en pourcentage de la population, du plus clair au plus foncé, on passe de 14,5 à 19,2%. La frontière est toujours présente. Elle se révèle dès lors qu'on se dirige vers l'ouest du pays. La région Rhin-Ruhr, qui s'étend du Rhin jusqu'à Cologne et Bonn. C'est la plus grande concentration urbaine d'Europe. Une des régions d'emploi vers laquelle ont migré les travailleurs de l'Est. Un peu plus à l'est, au centre de l'Allemagne réunifiée, au bord du Mittellandkanal, Wolfsburg. La ville est le symbole de la puissance industrielle de l'Allemagne, même si aujourd'hui ce modèle laisse apparaître ses limites. Ici, l'entreprise Volkswagen est à la fois le premier employeur du pays et l'une des entreprises les plus performantes à l'exportation. Lorsque l'Allemagne hitlérienne décide la création de la voiture du peuple, Wolfsburg n'est qu'un hameau. Aujourd'hui, l'usine domine la ville tout entière. Elle la possède même. Les infrastructures, le stade, le club de foot. Un symbole de l'industrie allemande dans son ensemble. En 2014, avant l'affaire des moteurs diesel truqués, le groupe Volkswagen est devenu le numéro 1 mondial de l'automobile. 10 millions de véhicules vendus, 3800 voitures par jour. Au pied des anciennes cheminées, une ville dans la ville a vu le jour, l'Ottostadt, une sorte de parc d'attractions qui mêle architecture futuriste et art contemporain. L'usine est pensée comme un véritable temple de l'automobile. Le concept attire près de 2,5 millions de pèlerins par an. Quant à ceux qui sont passés à l'acte de l'achat, un espace exclusif leur est réservé. Ici, on ne récupère pas sa voiture, on l'accueille. En tant que chargé de clientèle à l'Autostadt et responsable de la livraison des véhicules, c'est toujours une joie d'assister à cet instant où le client vient réceptionner sa voiture, de lui faire découvrir et célébrer cette voiture unique qu'il vient chercher. Il s'agit de mettre en valeur les points forts du produit. Ça doit être un moment inoubliable, une aventure plus qu'une livraison, telle que le client ne l'a jamais vécue. Voici votre nouvelle Golf GTD. Voilà. L'ouverture du coffre est dans le sigle Volkswagen. Double plancher de chargement pour une utilisation modulable. Bon, maintenant le moteur GTD. Je vous vois sourire. Vous allez adorer prendre le volant. Alors, quelques petites informations. Voici la jauge d'huile, le réservoir d'essuie-glace est rempli et la batterie sans entretien. La phase de rodage est importante. Les premiers 1000 km ne roulaient pas au-dessus de 140 km/h et ne dépassaient pas les 3000 tours minute. Et après, vous pouvez y aller tranquillement. La voiture tient une place très importante d'après moi. Pour beaucoup, elle représente l'achat le plus cher dans la vie après la maison. Ils en rêvent. Ils font des économies, donc lorsque le véhicule leur est livré dans cette ambiance merveilleuse, ce moment doit être presque parfait. Nous créons des moments forts comme dans un roman.
On crée le suspense, de l'excitation, pour qu'ensuite le client rentre chez lui satisfait en vivant un véritable happy end. Monsieur, mettez-vous à côté. Merci beaucoup. Will da oben rein, mal sehen, wie ich's mach. Ich will ja gut sein, auch wenn's nicht immer klappt. Lauf durch die Straßen im Winter, verteil Schuhe und Brot. Mädels und Jungs, dieses Leben ist kein U-Bahnhof. Fahr mit nem eigenen Wagen über den See. Aujourd'hui, le planning prévoit de reproduire cette ambiance chaleureuse 600 fois. Et pendant les 45 minutes de célébration automobile, 78 nouvelles voitures sont sorties du canal vitré. Millionen Einzelkämpfer wissen nicht mehr wohin. Am Ende des Tunnels sind all die Lichter gedimmt. Und dreht man wieder auf, machen die Lichter uns blind. Unsere Götter sind Freunde, warum sagen sie's uns nicht? Kommt einer vorbei, dann ertragen wir es nicht. Also mach ich mir einen schönen Abend, doch kann ich schlafen, denn wie so oft stell ich mir diese eine Frage. Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komm ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel. « 17h. À cette heure-ci, nombreux sont les Allemands qui terminent leur journée de travail. Dans le port de Hambourg, le Magellan est reparti. À Stuttgart, nouvelle heure de pointe sur les autoroutes. À Tuttlingen, les Danoritzer partent chercher leur fils à la sortie de l'école. Conscients de leur impact environnemental en utilisant l'automobile, de plus en plus d'Allemands repartent aujourd'hui du travail à vélo. Voici la carte des pistes cyclables en Europe. Le Danemark tient aujourd'hui la première place. L'Allemagne est 5e, avec 70 000 km de pistes dans le pays. La France se classe 12e. Certaines villes sont devenues à ce niveau-là de véritables laboratoires grandeur nature. On y adapte nouveaux besoins et modèles durables. La ville universitaire de Münster tient le titre de capitale du vélo, et ceci depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, les responsables municipaux ont décidé de reconstruire à l'identique le vieux centre-ville médiéval, détruit par les bombardements, au lieu d'adapter la ville à l'automobile. Au centre, un parking pour vélos de 3000 places, véritable nœud névralgique d'une nouvelle mobilité, multimodale, écologique, responsable. Un modèle à suivre, simple et efficace. À Münster, cette fin d'après-midi est synonyme d'un pic de circulation à vélo. Michael Milde est responsable de la planification de la circulation urbaine. Dans cette ville, on compte 1300 cyclistes blessés chaque année. Les problèmes viennent d'une part de ce que 38% de la circulation se fait à vélo et que nous avons 500 000 vélos à Münster. Tous ne circulent pas tous les jours, mais nous avons tout de même 500 000 trajets par jour. Aux heures de démarrage et de fin des cours scolaires et universitaires viennent s'ajouter les heures de pointe des voitures. Et justement, à ce moment-là, nous sommes au maximum de nos capacités pour la circulation des vélos. On constate qu'ici, ceux qui prennent leur vélo veulent toujours l'avoir avec eux. Du coup, ils sont fréquemment déposés en surnombre à des endroits où ils gênent les piétons, les parents avec leurs poussettes ou les handicapés. Cela peut se régler par des infrastructures telles que des aires de stationnement, mais il faudrait aussi exiger que les gens fassent preuve d'un peu plus de civisme. Dans moins d'une demi-heure, le flux des vélos de Münster aura cessé. Le même phénomène de décompression a lieu simultanément partout dans le pays. À Essen,
en plein centre industriel de la Ruhr, un important chantier est en train de voir le jour, qui va dans le sens d'une reconquête de la qualité des transports. Construire de nouvelles pistes cyclables sur le tracé d'anciennes voies ferrées. Pour Ulrich Ekman, chef de construction des infrastructures vélos de l'agglomération Ruhr, ces pistes cyclables doivent devenir de véritables autoroutes du vélo. Voici notre tracé. Notre piste fait dans les 100 km. On relie 8 agglomérations, 4 centres importants, 4 universités. À elle seule, cette autoroute cyclable donne accès à une zone d'environ 1 million de personnes. Et nous souhaitons convertir un maximum d'entre elles pour qu'ils passent de la voiture au vélo. Natascha Fröh est responsable de la construction de ce projet original. La piste est très différente selon les segments. Chaque partie a ses particularités. Ce tunnel, juste là-bas, est dans le secteur de A. Il sera éclairé, il fera 100 mètres. Techniquement parlant, ce projet profite des lignes de chemin de fer à l'arrêt depuis longtemps qui reliaient les mines entre elles. La Rhein-Nischbahn en est un bel exemple avec ses 80 km de rails entre Duisburg et Dortmund. Une autoroute cyclable, c'est tout d'abord une piste très confortable pour tous les jours. Ça, c'est le but numéro 1. Ensuite, c'est aussi une piste avec un service permanent de déneigement en hiver. Elle est éclairée là où c'est nécessaire. Et surtout, à l'image des autoroutes classiques, une autoroute cyclable bénéficie d'un service d'entretien. La transformation de ces rails et la construction de la piste posent un autre défi, celui de la mise en réseau. Ces autoroutes cyclables n'ont de sens que si je les relie aux pistes cyclables déjà existantes et avec de bonnes connexions. Avec la construction de cette piste, nous apportons de la plus-value à la population, une qualité de vie, du plaisir à aller au bureau à vélo. J'ai le droit de prendre mon vélo. Ce n'est pas une obligation, mais j'en ai le droit, et donc je peux en faire. Aujourd'hui, c'est ça la qualité de vie, et c'est ça que nous voulons offrir. Cela fait 20 ans que Ulrich Ekman défend ce projet. Son calcul est séduisant. Dans le secteur de la future autoroute circulent actuellement chaque jour 1 million de voitures. Si 1% des personnes passaient au vélo, cela réduirait de quelque 1,9 milliard les kilomètres annuels en voiture. Il est 17h30. Partout dans le pays, la fin du travail ne signifie pas la fin de la journée. La tradition allemande, c'est aussi l'art de vivre ensemble. Au chantier naval de Papenburg, les sorties régulières des bateaux donnent chaque fois lieu à une ambiance de fête populaire. Véritable ville flottante, le Quantum of the Sea peut accueillir jusqu'à 4000 habitants par croisière. Pour rejoindre la mer du Nord, il va être allé par remorqueur sur toute la longueur du canal de l'Ems. Son premier voyage. Le Quantum of the Sea est maintenant à mi-parcours de sa nouvelle vie. Il touchera les flots de la mer du Nord dans la nuit. Mais l'on ne se rassemble pas uniquement pour célébrer le fruit du travail. C'est aussi le moment où l'on profite des concerts, comme ici sur le mythique circuit du Nürburgring.
les grandes villes, les fins d'après-midi sonnent le rendez-vous dans les incontournables Biergarten, les jardins de la bière, disséminés partout à travers le pays. On s'y retrouve entre amis et en famille. En 2014, 95 millions d'hectolitres de bière ont été bu dans le pays. À Berlin, ces retrouvailles et ce farniente en commun a trouvé le plus beau des lieux d'expression. L'ex-aéroport de Tempelhof, désaffecté en 2008. On y célèbre aujourd'hui une nouvelle conception de la démocratie à l'allemande. Voici son histoire. En fin de service depuis 17 ans, l'aéroport a une surface plus grande que celle du Central Park de New York, 350 hectares en pleine ville. De quoi faire saliver n'importe quelle capitale au monde. Projets et propositions se succèdent. Grande bibliothèque nationale, espaces commerciaux, habitats sociaux. À Berlin, rien n'est comme ailleurs. Les Berlinois obtiennent un référendum qui entérine leur choix. L'ancien aéroport sera un immense espace de liberté, populaire et accessible. L'architecte Philipp Oswald et sa femme font partie de ceux qui profitent de la fin de journée à Tempelhof. À Berlin, c'est le contraire des autres capitales. On ne travaille pas à Berlin, on y habite. Et les gens qui vivent à Berlin sortent de la ville pour aller travailler. Ça se voit sur l'ensemble de la vie urbaine, ça se voit sur les horaires des trains. On peut sortir de Berlin le matin, mais pas le soir. Il n'y a pas de centre d'affaires à Berlin comme en ont toutes les grandes villes. Ce que les géographes appellent le Central Business District. Une zone où se trouvent les entreprises, comme la Défense à Paris par exemple, ou alors la City à Londres. On n'a pas ça à Berlin. Il n'y a que des quartiers d'habitation. Le vieil aéroport apparaît comme le symbole parfait de toutes les contradictions de l'Allemagne contemporaine. Ce pays ultra structuré, si fier de ses performances économiques et technologiques, change de visage et s'adonne un peu partout à un savoir-vivre souvent méconnu. Il est 19h et les Berlinois profitent de leur fin de journée. À l'autre bout de la ville, la biologiste Milena Stillfried s'aventure dans les sous-bois du quartier de Grunwald. C'est l'heure idéale pour observer les animaux sauvages. À l'échelle du pays, la faune sauvage fait son retour, profitant des nombreuses zones protégées. Le loup progresse en Allemagne, venu de Pologne en 2000. Les spécialistes estiment qu'il y a aujourd'hui environ 25 meutes dans le pays. Des loups ont été localisés à seulement 20 km de Berlin. Le renard est lui aussi présent dans toutes les villes d'Allemagne. À Berlin, c'est le sanglier qui vient jusqu'au cœur de la ville. Il profite des espaces verts immenses, jouant des tours aux autorités et aux riverains. Au bureau de surveillance des sangliers de Berlin, Dirk Ehlert gère les appels d'urgence. Oui, j'écoute. Oui, bonjour. Ils ont quelle taille, ces sangliers qui se baladent chez vous? Et ils se trouvent où? Bon, a priori, ça n'a rien d'étonnant. Des sangliers, il y en a partout dans la ville. Ce n'est pas la peine de vous faire du souci. Les sangliers se trouvent surtout dans les zones excentrées de la ville. Mais très souvent, ils parcourent les axes verts, le long de l'Aschpree ou les grandes surfaces boisées. Et on peut en rencontrer jusque dans le centre-ville. Mon travail consiste à faire prendre conscience à la population que même si bien sûr il n'y a pas de risque qu'un sanglier pénètre dans la maison, il peut arriver qu'on en trouve un devant sa porte. Il ne faut pas paniquer. Il est 19h30. Milena Stillfried a rejoint Dirk. Les sangliers commencent à sortir pour la nuit. Nous avons un signal très fort. Ils doivent être là derrière. Là, il y en a un.
Il nous regarde. Ici, il y en a un deuxième. Elle n'a pas peur, celle-là. Il suffirait de tendre la main pour qu'elle arrive. Il y en a encore une grande derrière, je ne l'avais jamais vue, celle-là. Ils sont très habitués à la ville et ne prennent pas peur facilement. Elle est sûre d'elle en ce moment. Elle sent bien que nous ne présentons pas de danger. C'est aussi parce que l'on fait attention. Si on fait du bruit en s'approchant, l'animal pourrait tout à fait nous charger. Il chercherait à se défendre. Milena et Dirk ont posé des colliers radioémetteurs à certaines grandes femelles. Ils peuvent ainsi suivre leurs errances nocturnes à la recherche de nourriture. En traitant ces informations géolocalisées, ils estiment que 5000 sangliers vivent à Berlin en permanence. Tu connais les cartes. On a une position toutes les 30 minutes. Nous avons besoin de la nature. Nous devons comprendre davantage cette nature. C'est peut-être uniquement grâce à ça que nous réussirons mieux dans le monde moderne et que nous accomplirons ce qui nous paraît important. Il n'y a pas de contradiction, bien au contraire. Plus nous progressons technologiquement, plus nous avons besoin de connaître la nature et d'apprendre à vivre avec elle. C'est un élément essentiel pour y parvenir. La nuit est maintenant tombée dans le quartier de Grunwald. En ce moment, j'ai un signal très fort qui vient du lac. Quelque chose vient de s'enfuir tout près de nous. D'après moi, les sangliers sont tout près. Il est 22 heures. La jeunesse de toute l'Europe envahit les rues de la capitale. À la suite de la chute du mur, des artistes du monde entier ont convergé vers Berlin. C'est ici que se sont forgés bon nombre de mouvements musicaux avant-gardistes. Plus que jamais ville cosmopolite, Berlin est aujourd'hui devenue la capitale européenne de la fête. C'est le rush dans les transports pour passer d'un quartier à un autre. À ce moment-là, le pays a besoin d'énergie. Nouveau pic de consommation électrique. À Garzweiler, les excavatrices continuent leur labeur. Pendant ce temps, on fait la queue pour danser au Berghain, club techno installé dans une ancienne centrale électrique, un symbole de l'ex-culture underground de la capitale. Il est minuit au cœur de l'Europe. Un jour en Allemagne. Un pays qui achève sa réunification et s'engage aujourd'hui dans une transition énergétique sans précédent. Un pays qui dessine les contours de développements à venir et n'en finit jamais de se métamorphoser.